Bernard, bonjour. Bonjour. Donc en fait, vous êtes connu pour avoir écrit plusieurs ouvrages, pour en préfacer d'autres. Oui. Aussi beaucoup pour vos conférences et les vidéos que vous avez faites, d'interviews ou de conférences. Donc vous avez écrit plusieurs bouquins, Minorité et régionalisme, décomposition des nations européennes, la marche irrésistible vers le nouvel ordre mondial. Le dernier que vous sortez qui est pas présent sur la table, qui est La République universelle d'Anarchis Lux. Donc j'ai fait la préface, et sinon c'est le livre en entier, lui. L'Atlas du mondialisme. Là c'est Archives du mondialisme, aux éditions Nouvelle Terre, qui vient de sortir, Vous avez aussi préfacé le livre Ce sang qui nous lie de Sylvain Durin, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Oui, à cause des grèves, mais voilà son livre, et j'invite à se le procurer. Voilà. Et donc, en fait, pour les membres du cercle Richelieu qui vous connaissent assez peu, enfin, on est quelques-uns à vous connaître un peu plus, mais la plupart vous connaissent assez peu. En fait, on aimerait que vous précisiez les motivations, en fait, la motivation derrière la publication de votre livre L'histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine de Carol Quigley. Ah oui. Alors le livre, c'était à l'origine, donc le titre en anglais c'était Anglo-American Establishment, et j'ai eu le privilège, parce que c'est un privilège de faire la préface pour la version en français. Et pourquoi j'ai accepté? Parce que d'abord, Carol Quigley est un éminent, enfin il est mort maintenant, il est mort en 1977, c'est un éminent professeur d'histoire aux États-Unis, qualité de recherche. Ses idées, il était en contact avec le milieu élitiste anglo-saxon. Il partageait par bien des domaines les idées, ce qui a fait qu'il a pu accéder à des pièces d'archives en raison de ce lien de confiance. Voilà. Et donc il a pu apporter des informations. Et si j'ai accepté de faire cette préface, c'est parce que les informations qu'il apportait sur les relations entre les élites anglaises et américaines de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 50 ont déterminé l'avenir du genre humain. À cette époque, mais jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est ça qui m'a incité à le faire, car le monde anglo-saxon joue un très grand rôle, évidemment depuis les guerres de 100 ans, évidemment, mais surtout depuis que l'Angleterre a basculé dans le protestantisme, avec Henri VIII, et puis, enfin, on va dire l'anglicanisme, qui est une forme du protestantisme, et surtout avec Cromwell au XVIIe siècle, et l'alliance entre donc lui, puritain, enfin son clan à lui, et la branche juive des Pays-Bas, à l'époque Province-Unie, avec Menasseh Ben Israël, et la communauté juive hollandaise va migrer des Pays-Bas à Londres, et là, donc on est fin XVIIe siècle, et on a là l'alliance anglo-protestante puritaine avec les élites juives. Et on vit sur cet acquis, si je puis dire, avec un acquis et des guillemets, depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Vous avez préfacé donc cette année le livre de Sylvain Durin, donc Ce sang qui nous lie, dans lequel vous abordez la figure sacrée du Père, de Dieu et du Roi, en s'arrêtant sur cette particularité très française en fait de ces rois qui ont fait la France. Exactement. Et une particularité qui n'est pas révolue, puisque le royalisme subsiste. Aussi, la question qui en découle, c'est quels conseils pourriez-vous donner à des jeunes gens royalistes comme nous ou d'autres pour créer du lien? Je vais vous dire, d'abord s'instruire. C'est impératif d'avoir des connaissances historiques, religieuses, philosophiques, économiques, ça on n'en parle pas assez, mais tout ça c'est lié, mais en priorité religieuses et philosophiques, parce que c'est ça qui va permettre de mieux comprendre les bons aspects de l'économie, mais aussi les mauvais. L'aspect libéral en économie, évidemment, dans une monarchie, il ne faut pas. Il faut une tourne d'esprit, dans le cas du royalisme, une tourne d'esprit catholique, pour reprendre une formule de l'esprit des poids de la matière, ça, la formule n'est pas de moi, mais d'un prêtre, Zabé Lehmann, les frères Lehmann, Augustin Joseph. Donc avoir une bonne tourne d'esprit nourrie, bon principe catholique, religieux, etc., philosophique. Parce que le constat que je fais dans le milieu royaliste, toutes tendances confondues, sauf exception évidemment, c'est qu'il y a un manque de connaissances. D'abord, il y a une décatholisation. La monarchie française est inséparable du catholicisme, et quand je dis catholicisme, le catholicisme traditionnel. Tout à fait. Oui. Pas le catholicisme dévoyé de Vatican II, qui est la forme noachisée. Donc, que les milieux catholiques et royalistes d'abord s'instruisent. Et
ensuite, évidemment, qui forment des groupes, des alliances, des communautés où on s'échange les bons livres, le bon site internet qui apporte à l'information, mais il faut impérativement se référer à un socle et que ces royalistes soient animés de la même tournure d'esprit. Et pour le royalisme, le socle de départ, c'est le baptême de Clovis, et c'est l'évêque Saint-Rémy, avec le testament de Saint-Rémy, qui rappelle la mission, non pas de Clovis, mais de toute la lignée royale, et ça va être de Clovis jusqu'à Louis XVI, et l'importance, comme le dit le testament de Saint-Rémy, c'est ce que je raconte dans l'Archive du mondialisme, de l'importance de l'Ancien Testament, qui est un passage de témoin entre la maison royale de David, qui a eu quand même comme descendants illustres, deux descendants illustres, la Sainte Vierge et l'Emmanuel, son fils, et qui a une passation de pouvoir de la maison de David à la nouvelle lignée royale. Et Saint-Rémy n'est que, je vais dire, le Samuel, le prophète Samuel, comme il y a le prophète Samuel avec le jeune David, une passation. Et donc vraiment savoir que la monarchie française, elle commence non pas en 987 avec Hugues Capet, elle commence en 496 avec ce baptême, où le premier roi de France, Clovis, est le lieutenant du Christ du tout jeune et embryonnaire royaume de France. Et cette mission donc présentée par Saint-Rémy est à nouveau rappelée de manière extraordinaire par Sainte Jeanne d'Arc le 21 juin 1429 à Saint-Benoît-sur-Loire avec la Trinodation, qui rappelle que le vrai roi de France c'est le Christ et que le roi de France humain n'est qu'au son bras droit. C'est ça qui doit animer tous les milieux royalistes, nourris de références catholiques, historiques, philosophiques, connaît le passé en tant que l'expérience, et s'entraider en se refilant les bons livres, les bons auteurs, les bons Sieur de Lassus, les bons Sieur Gaume, voilà. Ah, la conjuration antichrétienne, excellent livre. Qui est un chef-d'œuvre qui traversera les siècles. Tout à fait. Alors, vous avez dit justement, à juste titre, qu'il fallait, en fait, dans le milieu royaliste notamment, avoir une édification religieuse. Aussi, me vient la question suivante, ne pensez-vous pas qu'en France de nos jours, que la France de nos jours est redevenue ou devenue une terre de mission? Alors, le mot France en hébreu veut dire creuset. Et c'est une terre de mission dans ce sens qu'il y a une déchristianisation, pour ne pas dire une paganisation, mais ça c'est le travail de la Révolution et de son double, Vatican II, qui est 1789 dans l'Église, mais la formule n'est pas de moi. Et donc il faut d'abord commencer par, avant de penser à rechristianiser le monde, à déjà recatholiser la France, mais ça passe par des éléments incontournables. Il faut que les principes de 1789 sautent, mais vraiment à la racine. Il faut que les principes de Vatican II disparaissent, il faut que l'Église revienne, et le renouveau ne peut se faire qu'avec l'Église et la France, qui repartent sur les mêmes bases. Et c'est là il faut la providence, parce que, bon, vous savez, de par Dieu, les hommes se battront et Dieu donnera la victoire, ça, c'est la forme de Sainte Jeanne d'Arc, mais le coup de pouce divin ne peut venir que s'il y a des outils humains bien formés, instruits, qui vont être utilisés par Dieu pour rallumer un brasier. Le trône et l'autel. Voilà. Et rallumer le brasier, quand on en fait un feu de cheminée, on ne commence pas avec des grosses bûches, on commence avec des brindilles. Et bien les brindilles, c'est nous, et on est utilisé pour faire repartir un feu. Mais pour cela, il faut aussi que Vatican II et 1789 sautent, et sauf miracle, ça peut se faire que dans la violence. De toute manière, peu importe la méthode, il faut que ça dégage, et ça se passera dans la violence. Alors maintenant, on va faire un petit jeu, comme je vous ai dit. Oui. Je vais vous faire piocher dans ma casquette. Bon, d'une main innocente, voilà. Famille, travail, patrie. D'accord, parfait. Le premier. Allez-y, un autre. Allez, hop, au hasard. Alors, il est écrit hérédité, transmission. Parfait. Voilà. C'est l'importance du passé et l'importance de transmettre. C'est ce que j'essaye dans mes livres, m'appuyer sur les auteurs, de bons auteurs, Monsieur Lassus, des personnes agnostiques. Jacques Mainville, c'est son seul défaut. J'ai une admiration pour Mainville, il est agnostique malheureusement, mais un monsieur. Mais se servir du passé, apporter les informations qu'on a à notre époque
et transmettre aux générations suivantes. Allez, un autre au hasard. Hop. Frénésie, la réussite que la frénésie d'aujourd'hui pour garder l'espoir que la roue tourne et qu'on gagnera. Mais on souffrira aussi. Là, j'arrive pas. Ah, gilet jaune, qu'il continue. Une dernière, allez, hop. Ok. Communauté, le destin pour la France. Et je vais vous donner un dernier mot-clé, royauté. Catholique, Clovis, Sainte Jeanne d'Arc, et j'aurais dû citer en priorité d'abord l'évêque Saint-Rémy. C'est lui qui a allumé le feu, mais le feu n'est pas éteint. Il reste quelques braises et ça repartira. Pierre Hillard, merci beaucoup. Merci.